pouvez noter, hein, c'est ce que vous allez avoir à faire. C'est sur un entrepreneur, et un entrepreneur qui a déjà réussi, pas quelqu'un qui a une boîte que peut-être on pense que ce sera une super boîte, mais quelqu'un à la limite qui est déjà mort, c'est encore mieux, quoi. Comme ça on sait qu'il a réussi. Donc ça c'est une première chose. Après ça, vous m'envoyez ça sur mon email. Donc mon email, jxo@melsion.com. Moi, suite à ça, je vous renvoie un lien pour accéder à un travail qui est sur un travail de comptabilité. Que du coup, on ne va pas corriger aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, aujourd'hui, on va faire les premières fiches. OK. Et en fait, vous êtes plus nombreux que vous devriez être et moins nombreux que ce qui est... je suis perturbé. J'ai compté 28, je me suis trompé. Là, vous êtes 10, 15, 20, 25, 28. C'est ce qui a noté 28. Mais il y en a qui n'étaient pas là la dernière fois. Qui étaient la dernière fois qui ne sont pas là. Bon. Pratique. C'est quoi le principe du cours en fait? C'est un cours. Oui, non, mais la question c'est ça porte sur quoi du coup? Parce que nous on a juste eu le module, on n'a pas vraiment eu d'introduction ni rien. D'accord, on va y arriver. On va y arriver. Donc, juste pour que vous rattrapiez, il y aura cette fiche de lecture à faire sur un entrepreneur. L'objectif, c'est pas une fiche de lecture, c'est une fiche de description d'un entrepreneur. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, pourquoi est-ce qu'il a réussi. L'objectif, c'est que vous montiez un peu en culture générale sur ce que sont les entrepreneurs. Le deuxième point, c'est il y a un petit travail à faire qui est assez basique pour résoudre le problème d'une entreprise sur un choix de produits à sortir, de produits à livrer. Et puis après ça, vous aurez une autre fiche à faire. Donc vous avez deux fiches à faire en fait. Et voilà. C'est à peu près tout pour l'instant, c'est ça? Sous le contrôle des autres. C'est ça que vous avez eu? C'est tout ce que vous avez eu comme travail? Ouais. Ok. Bon. Alors, le but du cours, c'est une introduction à l'entrepreneuriat. Ça veut dire que c'est... qu'est-ce qu'il y a? Votre adresse mail, c'est quoi? Un C. C-I-O-N. C'est vrai que c'est pas... Je peux vous aider? Ok. Donc, l'objectif du cours, c'est d'essayer en quelques cours, donc plus que 3 pour ceux qui viennent d'arriver, de vous faire toucher du doigt ce qu'est l'entrepreneuriat et de vous apprendre, de vous donner les pistes de tout ce qu'il faut réussir à développer et à maîtriser pour être un entrepreneur, je dirais, pour entreprendre avec plus de facilité. Donc, parmi les sujets, on a commencé par décrire ce qu'était un entrepreneur et ce qu'il n'était pas. C'était l'objet du premier cours. Ce qu'est un entrepreneur, ce qu'il n'est pas, et la façon qu'il a de travailler. Donc, pour faire simple,
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a deux problèmes dans la vie. Il a un premier problème qui est de contrôler sa destinée, de ne pas être dépendant d'un groupe ou d'un ensemble. Et il a un deuxième problème qui est de réaliser des choses. Ok ? Ça veut dire qu'il n'est pas un indépendant qui a juste besoin de contrôler sa destinée, et il n'est pas un dirigeant qui a juste besoin d'avoir des challenges. Il est la combinaison des deux. Ok ? Bonjour. Ouais, c'est bien ça. On se retrouve à 30 du coup. 31 au lieu de 28. Ok ? Donc le deuxième point qu'on a vu, c'était que l'entrepreneur, il avait une autre façon de travailler que les autres. Là où la plupart des gens, on leur donne un objectif, où ils ont un objectif, et ils vont chercher de manière causale. Bonjour, 32, au lieu de 28. Donc il y a un 4 de trop, je ne sais pas qui c'est. Il y a un 4, vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous n'êtes pas compris dedans. C'est vous qui voyez. Donc, l'entrepreneur, au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire... Ok. Donc ça fait 6. Il y a 6 qui ne doivent pas être dans la salle, qui peuvent ne pas être dans la salle, mais ils sont les bienvenus. Vous voulez que je vous lise la liste pour savoir qui va dedans? Vous, ils en manquent 4 en plus. D'accord. Le plus honnête fou. Ok. Donc, la méthode causale, c'est la façon quand tout est grand groupe, c'est un peu la façon qui vous est expliquée dans les livres, de réaliser quelque chose, c'est-à-dire, j'ai un objectif et je vais regarder les sous-objectifs que ça me donne et du coup les ressources dont j'ai besoin pour atteindre chacun de ces sous-objectifs. Et l'entrepreneur ne fait pas comme ça, il a son objectif et il regarde ce qu'il a entre les mains comme ressources et il va regarder ce que ces ressources lui permettent de faire. Donc il va essayer dès ce moment-là d'évaluer ses possibilités et il va prendre sur cette première étape la possibilité qui, d'après lui, l'amène le plus proche possible, enfin le rapproche de son objectif. Une fois qu'il a fait ça, ça lui permet de réévaluer ses ressources et de recommencer à itérer sur quelles sont ses possibilités, etc. Donc c'est une démarche itérative au lieu d'une démarche qui cherche à planifier dès le départ tout ce qu'on va faire. D'accord ? Et cette démarche propre à l'entrepreneur s'appelle la démarche effectuale. Donc je pense que ceux qui n'étaient pas là au premier cours, ce serait bien que vous me fassiez une petite note pour la prochaine fois pour me montrer que vous avez compris ce qu'est la méthode effectuale. Donc la méthode effectuale, la référence, il y a 2 références sur le sujet. Il y a un Français qui s'appelle Philippe Zilberstein et il y a une Américaine qui s'appelle Sarasvati. S-A-R-A-S, plus loin, S-A-R-A-S-V-A-T-I. Donc c'est elle qui a développé cette idée que les entrepreneurs avaient une autre façon de penser, mais elle l'a développée sur la base d'observations qu'elle a faites en faisant travailler les entrepreneurs sur des case studies. Donc elle leur demandait, c'était des gens de très haut niveau auxquels elle avait eu accès parce que son maître de thèse était un prix Nobel, ça aide un peu. Et donc du coup, elle a eu accès à des dirigeants, à des entrepreneurs de haut niveau à qui elle a donné des cases, des cas de business à résoudre à voix haute. Et elle a regardé le mode de pensée, le train de pensée qu'ils avaient, et ça ne collait pas avec ce qu'elle imaginait avoir. Donc elle a développé du coup cette idée que les entrepreneurs ont une autre façon de travailler, ce qui les rend difficilement compatibles avec la plupart des gens qu'ils rencontrent ou avec la plupart des organisations qu'ils rencontrent. Donc ça fait partie des sujets qu'on évoquera dans le prochain cours. C'est
le sujet de la difficulté qu'il y a à travailler avec des investisseurs quand on est entrepreneur. Pour cette même raison, notamment. Bon, dans le deuxième cours, on a commencé à travailler sur les sujets qui étaient en général pas trop travaillés par les entrepreneurs, et d'une manière générale, qui sont les cours qu'on a tendance à sécher. Donc on a parlé de statistiques. Les statistiques, c'est les cours qu'on a tendance à sécher quand on est en école de commerce. Donc vous, à la limite, je suis même sûr que vous les regardez un petit peu de travers parce que c'est trop facile comme maths. Et puis, pourtant, c'est le point numéro 1 de l'entrepreneur, c'est de travailler avec les datas et de devoir prendre des décisions. Donc, ce n'est pas complètement neutre d'avoir une bonne compréhension des statistiques. Après, il y a un autre cours qu'on sèche un peu partout, c'est le cours de compta, parce que la compta, c'est fait pour les ronds de cuir qui vont gratter les écritures. Sauf que la compta, c'est le système d'information de ce qui se passe dans votre organisation. Et plus elle grandit, et plus vous avez intérêt à bien comprendre ce qui se passe. Bien comprendre ce qui se passe, ça veut dire mesurer de la bonne façon. Et donc, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas, de toute façon, une compta, c'est une compta. Une compta, c'est spécifique à votre situation. Après, on a parlé du droit. Le droit, c'est un langage pour décrire les relations qu'on a les uns avec les autres. Et si on passe, comment dire, si on fait l'impasse sur le droit, en général, ça vous revient assez fort dans la tête, puisque vous avez des gens qui arrivent à vous montrer que vous êtes engagé sur les choses ou qu'eux ne se sont pas engagés. Vous avez des règlements qui vous tombent dessus sans que vous compreniez exactement pourquoi. Donc, quelque part, ça va vous concerner si vous voulez être entrepreneur. Le dernier point qu'on a évoqué assez rapidement, je crois qu'on n'avait pas fini là-dessus, c'était les aspects liés à la psychologie. Donc, la psychologie, à la limite, ça c'est des cours auxquels on aime bien aller, parce que c'est marrant, mais on ne comprend pas toujours tout le travail qu'il y a derrière et toute la science qu'il y a derrière. Donc on a parlé à cette occasion des travaux de David Rock. On a parlé des travaux on a parlé de Cialdini, on a parlé de Joule. Quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce que Joule avait apporté, par exemple? Qui veut me parler de Joule? La soumission librement consentie. Ouais. C'est plus ou moins une manière de faire croire aux gens qu'ils ont eu un choix, alors que en fait. Ils peuvent avoir vraiment eu un choix. On va s'appuyer sur le fait que les gens aient choisi ou eu l'impression d'avoir choisi pour leur demander d'autres choses qui sont cohérentes avec ce choix. On va leur demander d'être cohérents. Ok? Good? Oui. C'est une manière de persuader avec le coup, la publique. Voilà. Donc, trois éléments qui vont accélérer le fait que quand on a pris une décision, on se sent engagé par cette décision. L'aspect public de cette décision, l'aspect coûteux de cette décision et la raison noble, la raison transcendante pour laquelle on a pris cette décision. Ok? Donc c'est trois accélérateurs de la manipulation en quelque sorte. Plus vous prenez une décision qui a été coûteuse pour vous, plus vous allez chercher à vous aligner avec cette décision. Plus c'est public, tout le monde est au courant que « Ah mais t'es dingue, t'as pris cette décision », et plus vous allez avoir tendance à montrer à tout le monde que « Ouais, je suis dingue ». Et l'aspect, le but élevé, le high purpose, l'aspect transcendant de la décision, c'est si vous l'avez fait juste pour gagner du fric, bon, bah, à la limite, ouais, j'ai perdu un peu de fric. Si vous l'avez fait pour sauver le monde,
en général, vous allez vous y accrocher beaucoup plus qu'une simple décision. D'accord? Je vous avais demandé la dernière fois de me trouver la dernière des raisons dernier élément de Cialdini. Donc vous avez fait votre travail, vous êtes allé chercher avec avidité. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est facile, il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus. Non, vous n'avez pas fait ça? Bon, bah donc on va rajouter ça sur ce que vous allez pouvoir me préparer pour la prochaine fois. Donc vous allez chercher Cialdini. Il y a des vidéos qui expliquent les six biais dans la décision que décrit Cialdini. Donc on les avait vus la dernière fois, mais il y en a un qui manquait, donc il va falloir le trouver. Il y a des vidéos qui durent 10 minutes et qui sont très, très illustrées, donc qui vont vous servir tout le temps. Quand je dis que ça va vous servir tout le temps, je veux dire par là que ça va vous permettre de l'appliquer plus facilement. Donc Cialdini, ça s'écrit comme ça. C'est un C, pardon. Avec un I. Robert Cialdini. Donc c'est un prof de l'Université d'Arizona qui a fait il y a 30 ans un livre qui fait le point de tout ce qui va manipuler la décision, tout ce qui va tromper la décision. Et donc il a réuni ça sous 6 différentes grandes catégories. Il a écrit récemment un autre livre qui est intéressant, qui s'appelle Persuasion, c'est-à-dire avant la persuasion. C'est tous les éléments qu'on peut utiliser pour préparer les gens à prendre la décision dans le sens qui nous intéresse. Ok. Et l'autre qu'on a évoqué, c'est Joule, Robert Vincent Joule, qui a écrit le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, et qui est là encore un traité, donc un truc assez sérieux, même si le titre est sous forme un petit peu humoristique, l'intérieur est loin d'être aussi fun, mais c'est le livre qui vous donne les bases de tout ce qui permet de penser aux scientifiques qu'en faisant ça plutôt que ça a un impact. Je vais vous donner un exemple idiot. Vous allez sur Internet, je crois que ça vous arrive, vous arrivez devant un bouton qui dit « cliquez ici ». Et bien, il est 3 fois moins performant qu'un bouton qui dit « je veux plus de renseignements » ou « je souhaite acheter ». Dans un cas, on vous a donné un ordre, on vous a dit « clique ici », c'est l'impératif. Dans l'autre cas, on a montré que vous aviez décidé de. C'est idiot, mais ça a été testé de nombreuses fois et il y a encore des ignorants qui continuent à faire des boutons « cliquez ici ». Et je vous parle d'une science qui est là depuis le bouquin de Joule, il existe depuis 86 ou 85. Donc vous n'étiez même pas un éclair de lubricité dans l'œil de votre père, quoi. Pour la plupart, j'imagine. Ok. Donc ce qu'on va évoquer donc aujourd'hui, c'est toute la partie organisation, marketing, stratégie de l'entrepreneur. Et on finira ça la prochaine fois en y ajoutant tout ce qui est lié au financement. Et tout ça est lié, bien sûr. Alors, l'organisation, pourquoi c'est important? La plupart des entrepreneurs imaginent que ce qui va être important, c'est de travailler pendant 2, 3, 4 ans, peut-être 5 ans à fond, et puis après, ça va rouler tout seul. Et bizarrement, il y a beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent au bout de 4 ans, de 5 ans,
Et en général, elle s'arrête parce que l'entrepreneur est complètement au bout du rouleau. Donc, ce que ça montre, c'est qu'il y a un écart entre ce qu'il imaginait que ça allait être et ce que c'est devenu. Donc, ce qui est fondamental quand on se lance dans une entreprise, c'est de sortir le plus vite possible du moment où cette entreprise repose sur votre énergie. Si c'est vous qui devez pédaler pour faire avancer l'entreprise, ça ne va pas durer très longtemps. Certes, vous êtes brillant, vous êtes travailleur, vous êtes motivé et vous allez faire travailler 12 heures par jour, mais on ne peut pas le faire au-delà d'un délai raisonnable. Si, comme c'est le cas pour certains, vous arrivez à le faire au-delà d'un délai raisonnable, ce n'est pas bon pour votre entreprise pour autant. Votre entreprise reste complètement dépendante de vous. Quand vous n'êtes plus là, probablement elle perd tout son savoir, toutes ses capacités. Donc vous n'avez pas vraiment fait une entreprise. Vous n'avez pas fait une organisation. D'accord ? Si on part de cette idée-là, la question d'après devient comment est-ce qu'on fait pour avoir une entreprise qui tourne toute seule ? Vous avez des idées ? On délègue. Donc déléguer, ça veut dire quoi ? Alors, s'entourer des bonnes personnes. Oui. Déléguer efficacement, il faut avoir confiance en la capacité de la personne à faire ce qu'on veut faire, parce que sinon, s'il faut la surveiller, ça demande tout le temps d'énergie pour faire la chose. Donc déléguer, donc ça veut dire une question de confiance. On a parlé de s'entourer des bonnes personnes. Donc il y a une question de recrutement. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre sur déléguer là ? Il y avait une autre idée que je voulais capturer. Structurer ou organiser l'entreprise. Si on veut les tourner tout seul, il faut. Ouais. Ça veut dire quoi ça ? Concrètement ? Pour que ça se fasse, on fait quoi du coup ? On responsabilise des gens. Donc on responsabilise des gens, donc c'est lié au recrutement, mais c'est lié aussi à une distribution des rôles. Ça vous va ? D'autres idées ? Non ? Il faut qu'il y ait une bonne communication entre les différents. Ouais. Intéressant. Comment on fait ça ? Des réunions souvent. Réunion. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Vos idées ? Oui. Encore plus loin que déléguer, trouver des gens qui soient aussi moteurs que nous et les inciter en leur donnant des parts. Alors, trouver des gens qui sont aussi moteurs. Donc, là, on est au recrutement des managers moteurs. Créer une culture d'entreprise pour rassembler les gens autour d'une métier. Culture d'entreprise. Avec un cas, parce que ça fait plus sérieux. Ouais. Moi, je reprends l'idée de Paul, la structure, l'organiser, ça permet la structure, parce que c'est important d'avoir une structure claire et que les postes qu'on délègue, les gens ils marchent dessus, ils se sur les gens. Donc ça, c'est la distribution des rôles. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Alors, ok, très très bien. Une partie de ce qui est là,
apparaît comme du bon sens, mais en fait est à éviter. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que assez peu d'entrepreneurs arrivent à vraiment constituer une belle organisation. C'est parce qu'en général, ils font ce qu'on aurait tous l'idée de faire, et ça pose un vrai problème. Ce qu'il y a de sous-jacent derrière ces idées-là, ce qu'il y a de sous-jacent, c'est l'idée que finalement, on a besoin de recruter des gens presque aussi bons que nous, qui vont être en dessous à travailler et qui vont faire la même chose, et que ça va faire toute une armée très hiérarchisée. Alors l'armée, qui fait ça depuis très longtemps, le fait à un coût énorme. Un coût énorme, c'est-à-dire que la formation d'un officier, un officier c'est celui qui commande 30 bonhommes. La formation d'un officier, ça prend 6-7 ans. Vous voyez les entreprises en train de mettre 6-7 ans pour former quelqu'un? Alors, on met des écoles de commerce et on leur fait faire des études de 5 ans. La réalité, c'est ce qu'ils apprennent, ça prend 1 an. C'est pas inventé. L'INSEAD, qui est la meilleure business school du monde, ça dure 1 an. Et quelle différence? Un MBA, c'est un master. Oui, mais enfin, il y a quand même des gens qui font du bac jusqu'au M2 en école de commerce. Ils font 2 ans de prépa et puis après, ils font. Donc, c'est pas neutre, quoi. Je sais pas. On peut. Il y a des gens qui le font en ayant eu une expérience professionnelle. Il y a des gens qui. Vous avez fait des études avant de commencer? Oui, moi j'ai fait des études, mais ça a pris 25 ans pour m'apercevoir que je n'avais pas appris des trucs extraordinaires. Donc le problème de ce type d'organisation, c'est que ça repose sur l'idée qu'on doit recruter des bons et les former. Et ça impose aussi une très grande rigidité dans les façons de travailler. Alors, à Stanford, ils ont un principe que je trouve intéressant, qui est de dire que l'art de manager, c'est de faire une entreprise extraordinaire avec des gens ordinaires. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que c'est quand même plus glorieux que de réussir à faire une extraordinaire équipe de basket avec que des stars? On est quand même champion, mais d'abord, c'est pas assuré. Ça va coûter très cher, donc c'est un vrai risque. Et l'entraîneur, on ne dira pas il a été extraordinaire, on dira bah, ouais, il a fait son job. Hein. On retiendra bien plus probablement Giroud qui faisait des équipes qui parfois étaient championnes avec des gamins qu'il avait tous élevés au grain. Pardon? Je pense qu'on retiendra plutôt José Mourinho. Non, parce qu'il y en a eu plein d'autres avant lui que tu as oublié. Les entraîneurs de l'Ajax de la grande époque, tu les connais pas? Hein? Tu les connais? Je veux dire que quand on cherche à voir qu'est-ce qui est une grande réussite, c'est pas quelqu'un qui a eu énormément de moyens et qui a fait des trucs, c'est plutôt quelqu'un qui a réussi avec des bouts de ficelle à faire un truc qui tient longtemps. Sinon, on a tous cette capacité de dire oui, bah, il l'a fait, certes, tout le monde ne pouvait pas le faire, mais en même temps, pas si compliqué. D'accord? Et en matière d'entreprise, il y a tellement plus de compétition que dans les clubs de foot que vouloir recruter uniquement les super bons, c'est compliqué. Donc, vaut mieux admettre qu'on va avoir des gens normaux. Et maintenant, le problème, c'est comment on fait avec des gens normaux pour avoir une organisation qui fonctionne. Donc, à chaque fois qu'on est dans l'idée de « je vais déléguer à quelqu'un une partie de mon pouvoir et il va l'exercer », il faut qu'il soit aussi bon que vous. Ou presque.
Le problème, c'est que s'il est aussi bon que vous, ou presque, dans quelques années, il va être aussi bon que vous, il va se barrer. Pourquoi il resterait avec vous? D'accord? Donc, il y a une organisation qui est un vrai exemple en la matière. Un vrai exemple, c'est-à-dire qui a démontré un savoir-faire de manière régulière et sur une longue durée. On avait évoqué ce sujet la dernière fois. C'est Toyota. D'accord? Donc, ce que j'avais expliqué à vos camarades la dernière fois, c'est que Toyota fait autant de voitures que Renault, Nissan, Mitsubishi réunis ou que le groupe Volkswagen avec l'ensemble de ses filiales et acquisitions. Sauf que ils font 3 fois plus de profit pour un même nombre de voitures. C'est-à-dire que quand ils vendent une voiture, il faut que Renault en vende 3 pour faire le même profit. Or, ce n'est pas des voitures de luxe, hein, Toyota, ils les vendent au même prix que les autres. Et les sous-traitants qui travaillent dans l'industrie automobile, ils préfèrent travailler avec Toyota qu'avec Renault ou Volkswagen. Donc, comment expliquer ça? Seule l'organisation vous permet de comprendre ça. Donc, chez Toyota, il y a des groupes de travail de 5 personnes. Il n'y a pas un chef, il y a un coordinateur. Et ils ont une organisation qui fait qu'ils travaillent toujours de la même façon. Et quand il y a besoin de changer quelque chose, ils réfléchissent en groupe sur le fait qu'il faille ou pas le changer et comment on le change. Donc c'est en permanence un travail d'équipe. C'est constamment un travail d'équipe. C'est uniquement un travail d'équipe. OK? Donc le concept de base de Toyota, c'est de dire on pense que les gens veulent bien faire leur travail. On pense que le matin, ils ne se sont pas levés en disant tiens, comment je vais faire pour emmerder mon patron? Le matin, ils se lèvent et ils se disent j'espère que je vais bien faire mon boulot aujourd'hui. Tout le monde, a priori, voudrait bien faire son boulot. Donc quand ils font des erreurs, quand ils font de la mauvaise qualité, c'est parce que le système leur a permis de le faire. C'est parce que l'organisation est défaillante. Donc c'est une occasion extraordinaire pour essayer d'améliorer le système. Ça change en fait de l'idée qu'on a, qui est que le salarié a fait exprès. Si le salarié a fait exprès, il faut lui mettre la pression. D'accord? Donc on avait évoqué ça quand on avait parlé de Deming, W. Edward Deming. On avait parlé de lui parce que c'est un statisticien. C'est un statisticien, donc ce fameux sujet les stats, c'est pas très fun. C'est un statisticien qui s'est aperçu que comme les gens utilisaient mal les statistiques, d'une part, ils ne regardaient pas le système qu'ils avaient conçu, c'est l'organisation, de la bonne façon, et d'autre part, ils mettaient les gens très mal à l'aise et ils les stressaient simplement en leur imposant des décisions alors qu'eux, ils n'y pouvaient rien, que c'était que les stats. D'accord? Donc, je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire de Deming qui fait une tournée aux États-Unis. Les 10 dernières années de sa vie, il les a passées en faisant des tournées. Et Deming arrive à l'aéroport, enfin, l'avion de Deming arrive à l'aéroport. Il est un vieux monsieur, hein, il a fait ça entre l'âge de 81 ans et 91 ans de sa mort. Et là, il y a une hôtesse qui se propose de l'aider à porter son bagage jusqu'à la limousine qui l'attend. Et là, il ne sait pas quoi faire. Et il se retourne et il donne un billet à l'hôtesse.
Ben, l'hôtesse a été super déçue. Parce qu'elle ne faisait pas ça pour ça. Elle faisait ça pour lui rendre service. Elle ne faisait pas ça pour avoir son billet. Mais en lui donnant un billet, il laissait penser qu'en fait, finalement, ce qui l'intéressait, c'était juste l'argent. Quand on regarde bien, c'est assez humiliant. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous êtes un enfant, il y a un moment où vous apprenez à faire un dessin. Puis quand vous amenez votre premier dessin à votre maman, vous en souvenez pas, mais elle s'en souvient encore, c'est formidable. Oh, c'est son premier dessin. Bon, en général, ce qui se passe, c'est que le gamin, comme il voit que ça fait plaisir à sa mère, il commence à en faire une série. Et bon, de manière assez subtile, elle lui fait comprendre que c'est bon, quoi. C'est le premier qui comptait, quoi. Maintenant, il faut que tu trouves autre chose. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apporter des bonnes notes. Ah, tu as apporté des bonnes notes? Ah, ça fait un peu le même effet que quand j'ai apporté le premier dessin. Sauf qu'à un moment, il y a la tentation pour les parents de faire « Écoute, tu m'as apporté les bonnes notes, si tu m'apportes encore un carnet comme ça, je t'emmène chez Disney. » C'est très démotivant. Parce qu'on a apporté les bonnes notes pour faire plaisir à ses parents, et tout d'un coup, ils ont transformé ça en un échange. C'était un cadeau, ça devient un échange. C'est très pauvre un échange. C'est très loin de ce qu'on attend. D'accord? Donc Deming lui qui au départ était un statisticien, avait bien vu cet impact psychologique, cet impact sur la motivation, cet impact sur les collaborateurs, de ne pas avoir, de pas être de pas être compris pour ce qu'on apportait et d'avoir un système qui vous prend pour des pions. Donc, il a très lourdement influé sur ce qu'est Toyota aujourd'hui. En fait, Toyota aujourd'hui, c'est lui et c'est son influence et c'est l'influence du docteur Ono. Docteur Ono, ça s'écrit OHNO en fait. Les gens qui travaillaient avec lui disaient que c'était parce qu'à chaque fois quand il arrivait, on faisait « Oh non !» C'est un gars qui arrivait qui faisait ça comme un sensei en fait. C'est-à-dire que ça se fait encore aujourd'hui hein, dans l'univers du Lean. Ça se fait encore comme ça. C'est-à-dire un vieux maître qui arrive dans l'usine et qui est écouté par les cadres et qui fait cette machine-là, vous la mettez ici. La machine là, ouais, bon, on fera ça. Non, maintenant. Alors donc, tout le monde se met à trimballer la machine là-bas et effectivement, ça change tout parce que ça raccourcit les flux, etc. Donc, Deming et Ono ont fait Toyota et Toyota n'a pas cessé de progresser depuis les années 50. Et ça continue de progresser aujourd'hui. Ils ont eu, il n'y a pas très longtemps, une histoire aux États-Unis où ils ont rappelé des tas de modèles qu'ils avaient vendus. Ils ont fait un rappel constructeur. Et ce qui a fasciné les Américains, c'est que tous les gens qui ont étudié le sujet disent qu'en fait, ce n'était pas du tout la faute de Toyota, ce n'était pas du tout une erreur de leur part, un défaut de qualité de leur part, mais ils ont quand même tenu à faire le rappel des voitures. Il y a un rapport de quelques scientifiques de la NASA qui ont analysé l'incident. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous aider? Je m'en doutais un peu. Mais... Donc, il y a un groupe de scientifiques de la NASA qui ont analysé l'incident et toutes ses causes et qui ont conclu que ce n'était pas du tout lié à Toyota. L'histoire est la suivante. Un concessionnaire Toyota met des tapis de sol
qui ne sont pas les tapis de sol Toyota, dans une voiture d'essai qu'il prête pour des familles qui ont envie de tester la voiture. Le tapis de sol glisse, vient se mettre sous la pédale de frein, et donc il y a un gars qui manque de se mettre dans le décor avec ça. Il rentre, il dit bon, faites gaffe quand même, votre tapis de sol, là, moi j'ai failli me planter avec. Le vendeur fait ah oui, je vais faire quelque chose. Il fait rien. Le lendemain, il y a une famille qui rentre dedans et qui rentre dans un mur et avec plusieurs morts. Pour Toyota, c'est de notre faute. Notre faute, c'est le vendeur qui n'a pas fait son boulot. On lui avait pourtant dit. Je pense que la façon de le voir pour n'importe qui, ce serait c'est cet idiot de vendeur qui n'a pas fait son job. Pour Toyota, c'est nous n'avons pas fait notre job. Il y avait marqué Toyota en haut. Les gens qui sont rentrés nous ont fait confiance parce qu'il y avait marqué Toyota en haut. Donc, nous avons trahi la confiance de ces gens. Est-ce que nous l'avons trahi parce qu'on a donné le panneau Toyota à quelqu'un qui ne méritait pas? Ou est-ce qu'on les a trahis parce qu'on a donné le panneau à quelqu'un qu'on n'a pas suffisamment formé, qu'on n'a pas suffisamment aidé pour qu'il soit au niveau de qualité que Toyota attend et que les clients de Toyota attendent? Ça va loin. Mais en interne, ça a été vendu comme les gars, c'est très clair, on s'est amolli, il faut qu'on se reprenne parce que là, on n'est pas au niveau qu'attendent nos clients. OK? Donc, qu'est-ce que fait Toyota? Premièrement, ils font confiance aux gens, ils font confiance aux hommes. Ils partent du principe que les hommes veulent bien faire. S'ils font mal, c'est le système qui le leur permet ou les oblige à faire le truc de travers. Deuxième point, on utilise toutes les opportunités pour améliorer le système. C'est un système qui est en amélioration continue. Constamment. Comment on fait ça? À chaque fois qu'on voit un défaut, on va demander à toutes les équipes qui sont concernées de trouver les causes de ce défaut et de proposer des réponses. Et dans une véritable démarche scientifique. Donc, on observe, on émet une hypothèse, on propose un plan d'action et on vérifie que ça a eu les conséquences qu'on attendait. Faute de quoi, on recommence. OK? Ouais. Troisième point, on cherche à garder tout propre et simple. C'est ce qu'ils appellent les 5 S. Donc les 5 S, je vous propose de m'en parler la prochaine fois. Donc vous allez faire pareil. Ce qui est important, c'est pas seulement que vous me disiez ce que ça veut dire, mais enfin que vous me disiez ce que vous comprenez de ce que ça veut dire. Les 5 S, en fait, si vous voulez, c'est le fait de s'obliger en permanence à tout tenir propre, rangé, simple, sans... donc c'est ce qui explique que le système Toyota a été traduit par les anglo-saxons en Lean Management. D'accord? Lean, ça veut dire net, propre, maigre. Alors, il se trouve qu'au début, Toyota a fait ça en grande partie parce qu'ils n'avaient pas d'argent et pas le moyen de faire autrement, mais ils continuent à le faire. Donc, pour vous donner une meilleure compréhension de à quoi ça sert, pourquoi on le fait, je vous avais parlé la dernière fois de Freddy Ballet, je crois. Non. Donc il y a une série de 3 livres
sur ces sujets, qui s'appelle The Gold Mine, la mine d'or. Le second s'appelle The Lean Manager. Et le troisième s'appelle Lead with Respect, diriger avec respect. Ces 3 livres qui sont écrits par un père et son fils. Le père, c'est Freddy Ballet, et le fils, c'est Michael. Et ils ont écrit ça à chaque fois sous forme d'un roman. Donc facile à lire, tout comme les ouvrages de Goldratt qu'on va évoquer après. C'est un roman, donc c'est facile. Et le roman raconte une histoire qui est finalement assez proche de l'histoire de Freddy. C'est-à-dire que Freddy a découvert Toyota alors qu'il travaillait chez Renault dans les années 70. Et tout d'un coup, lui qui travaillait quelque part dans la direction de la stratégie, il est contacté par les responsables de Renault Afrique qui disent « Bon, les gars, il faut que vous instruisiez une enquête anti-dumping parce que là, il y a des Japonais là, qui sont en train de vendre en dessous des prix de revient, histoire de nous vider du marché. Donc, il faut que vous interveniez. » Est-ce que quelqu'un peut me décrire ce qu'est le dumping? Alors, pas exactement, pas directement. En tout cas, ce n'est pas la définition exacte. Une autre idée? On vend à perte pour gagner des parts de marché. Voilà. Et on vend à perte. Comment on fait pour le faire? Donc, il y a l'équivalent, éventuellement en ayant des subventions, mais souvent, c'est comment on fait ça? Non, pas. Donc, les dettes, les subventions, c'est une possibilité. La délocalisation, non, parce qu'on ne vendrait pas à perte. On aurait juste des coûts qui seraient devenus inférieurs. Là, le soupçon, c'est surtout, vous avez un marché intérieur protégé et vous vendez moins cher vos voitures à l'extérieur que sur votre marché intérieur. C'est ça le signal qu'on est dans un dumping. C'est quand on vend moins cher dans les pays étrangers, alors que normalement c'est de l'export, ça devrait coûter plus cher. Quand on vend moins cher dans les pays étrangers, parce qu'on sait qu'en France, on est sur un marché protégé, c'est du dumping. Je vais donner un exemple. Les parcs-mètres sont vendus plus cher en France qu'à l'étranger. Bon, je ne sais pas si c'est de la corruption ou si c'est du dumping, mais il y a un truc qui est un peu une anomalie. Donc, les gens de chez Renault Afrique pensent que Toyota fait du dumping. Pour Freddy, ça consiste à essayer de voir à quel prix ils vendent leurs voitures au Japon, voir à quel prix ils les vendent en Afrique et voir si effectivement il y a là un cas où manifestement ils abusent de l'argent pléthorique qu'ils arrivent à gagner sur leur marché protégé japonais pour gagner des parts de marché et tuer les autres constructeurs avant de pouvoir remonter les prix. Et là, ils s'aperçoivent que ce n'est pas du dumping. Ils ne font pas de dumping. Alors, ils commencent à s'interroger un peu et à s'intéresser à la chose. Et il va aller très très loin. Il va aller les voir. Et les gens de chez Toyota, depuis le début, sont très ouverts à ça. Ça les arrange même presque. Parce qu'en fait, pour eux, c'est très pénible d'avoir à parler avec leurs fournisseurs et d'avoir à leur réexpliquer comment on travaille, sachant que derrière, il y a les gens de chez Renault ou Volkswagen qui vont leur expliquer quelque chose de différent. Donc ils ont intérêt à ce que tout le monde travaille comme eux. Plus globalement, aujourd'hui, dans l'état où est l'industrie automobile, les endroits où il y aurait des vraies choses à gagner, c'est avec des fournisseurs qui finalement ne sont pas dans la mouvance de l'industrie automobile. Tous les fournisseurs de l'industrie automobile qui sont dépendants des grands groupes d'automobiles, eux, ça fait longtemps qu'on leur a expliqué comment il fallait travailler et qu'ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas le choix.
Donc, là où il y a des choses qu'on peut améliorer dans l'automobile, c'est sur, par exemple, l'acier ou le verre, qui représentent quand même la plus grosse partie de la masse du véhicule aujourd'hui. Or, les fabricants d'acier, bon, ils font un peu attention à ce que fait l'industrie automobile, mais enfin, c'est un marché parmi d'autres pour eux. Par rapport au marché du bâtiment, par rapport au marché de la construction navale ou autre, c'est un marché parmi d'autres. Ouais, ils sont sympas. Et puis, aller là-dedans, voir Toyota, c'est un petit dans un... Enfin, c'est un beau client, mais c'est un beau client pour le mec en charge de la partie automobile. Donc, du coup, on ne va pas demander aux grands producteurs d'acier, écoute vieux, il faudrait que tu produises ton acier un petit peu différemment pour que nous, on puisse améliorer notre productivité. Sauf si tous les fabricants automobiles ont le même besoin et s'entendent là-dessus. Donc il y aurait un vrai bénéfice pour Toyota à ce que tous les constructeurs adoptent un mode de travail qui soit compatible avec leur méthode. Donc du coup, si aujourd'hui vous voulez visiter une usine Toyota, c'est facile. Ils organisent ça en permanence. Et ils vous expliquent, autant que vous le souhaitez, comment ça fonctionne, et ils vous expliquent pourquoi c'est mieux de le faire fonctionner comme ça. Donc, Freddy Ballet, il allait rencontrer Toyota, il allait voir, il allait se former là-dedans, et il a essayé d'expliquer à l'industrie automobile française qu'il fallait faire autrement. Donc le problème, c'est que ça résistait et qu'il n'a pas réussi. Il l'a fait chez Renault Véhicules Industriels. Il était responsable de la production et il a essayé. Ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché, mais pas... Alors après, c'est toujours savoir les attentes qu'il en avait par rapport à ce qui a été fait. Mais j'étais allé visiter les usines de Berlier. J'étais très très étonné de voir qu'il y avait des machines avec des lumières rouges qui clignotaient et personne qui bougeait. Bon, le principe chez Toyota, c'est que quand il y a une lumière rouge, c'est un défaut, c'est un problème, tout le monde doit aller voir qu'est-ce qu'il a. Là, je ne sais pas, c'était un sapin de Noël. Il y a un autre principe de Toyota qui est le visual management, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde comprenne bien où on en est. Avec d'un seul coup d'œil, on arrive à voir que ouais, c'est bon, on est en piste pour nos objectifs, tout va bien. Et là, le panneau qu'il y avait au mur, c'était un truc tellement compliqué qu'il fallait une demi-heure d'explication. Une histoire de l'objectif théorique qu'on aurait dû avoir et la possibilité qu'on a de récupérer ça. Il y a manifestement un ingénieur qui est passé par là et qui a voulu faire un truc sophistiqué, mais ce n'est pas du tout ce qu'on demande au visual management. Le visual management, c'est on arrive et on voit que ça marche. Des quelques indicateurs nous montrent que c'est bon les gars, on est en ligne. Il a été patron d'un gros sous-traitant automobile, je crois que c'est Epeda Bertrand Fort. Et là, il fabriquait entre autres des sièges auto. Et dans cette usine, il y avait une fierté, c'est que les ouvriers, ils faisaient tout le siège de A à Z. Limite s'ils ne mettaient pas leur nom sur le siège. Donc, quand on voit ça, on se dit que là, on a zéro défaut de qualité, hein, puisque les gens, c'est leur siège. Alors, il a amené son équipe de direction visiter un sous-traitant de Toyota en Japon, et ils se sont aperçus qu'il y avait un rapport de 1 à 100 dans le nombre de défauts qu'ils avaient par rapport à celui d'un sous-traitant de Toyota. C'est embêtant, parce que vous allez devoir rentrer à la maison et vous allez devoir aller voir les ouvriers, qui ne sont pas des ouvriers, c'est quasiment des artisans, si ce n'est des artistes. Hein, les gars, limite, s'ils ne signent pas leur fauteuil. Et vous allez devoir leur dire, bon vieux, on a regardé le truc, en fait, on va te remettre à la chaîne. Le travail à la chaîne, c'est un peu, comment dire, le niveau zéro de l'ouvrier, quoi. Hein. C'est
c'est normalement un travail qui est tellement simple que n'importe qui de non qualifié peut le faire et que donc du coup personne n'a envie de se retrouver là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour passer de ces gens qui se considèrent comme des quasi-artistes de l'usine à des gens qui vont accepter de travailler dans une chaîne de production? Donc ils ont un travail très simple qui consiste d'abord à standardiser les process de chacun. Donc ce n'est pas du top-down, c'est du bottom-up. C'est on va voir chacun et on lui demande de nous expliquer comment il fait. D'accord ? Il va devoir nous expliquer quel est son process habituel. Évidemment, il y a toujours le « oui, mais c'est comme ça que je fais d'habitude, mais parfois, je n'ai pas mon outil sous la main, donc il faut que j'aille le chercher. Et quand je reviens, effectivement, je commence de l'autre côté. » OK. Et donc là, on va s'assurer de normaliser le process en mettant l'outil toujours à la même place, en mettant les matières premières toujours de la même façon, et de manière à ce que l'ouvrier puisse faire son travail toujours de la même façon, sans variation. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que quand tous les ouvriers ont fait ça, tous les collaborateurs ont fait ça, eh ben, on peut à ce moment-là les mettre ensemble pour qu'ils fassent du benchmarking entre eux, pour qu'ils se comparent leurs méthodes. Puisque les méthodes existent vraiment, puisqu'on est dans un moment où effectivement il y a vraiment une manière standard de procéder, alors on peut du coup faire une comparaison et une amélioration en prenant chacun le meilleur des autres. Et cette méthode-là permet en fait d'avoir une convergence des méthodes vers une seule. Okay ? Quand tout le monde a la même méthode, du fait de cette convergence progressive, eh ben, on peut leur proposer de travailler en équipe plutôt que de travailler seul. Donc, le concept de Toyota, c'est le travail par groupe de 5. C'est un travail qui n'est plus seul. On prend des tâches qu'on va découper en 5 et à 5 autour dans un îlot, on va se passer le relais. OK ? Donc, il a fait ça, et puis il a très vite compris que derrière, les gens n'avaient qu'une envie, c'était de retourner en arrière, parce que ça leur paraissait... en fait, il n'y a pas de vraie raison autre qu'une espèce de force d'habitude et une espèce de force de rappel de gens qui n'ont pas vraiment bien compris le pourquoi. Donc, il a quitté l'industrie automobile un peu amer, et dans le livre, on parle de ce retraité un peu amer, qui n'a plus envie de faire autre chose que de s'occuper de son bateau, jusqu'au moment où son fils vient le chercher parce qu'il a un pote qui a un vrai problème que son père pourrait résoudre, un problème de production. Et donc le Gold Mine, le premier bouquin, parle de comment est-ce qu'on va transformer une usine en une usine compatible Toyota. Dans le deuxième livre, on a un autre sujet qui est le sujet du dirigeant, en fait, qui est un consultant qui a été embauché par un de ses clients et donc qui a un pur produit de siège social, de quartier général, d'état-major si vous voulez, et qui va décider de prendre la direction d'une usine dans le fin fond de la France parce qu'il se trouve que sa femme a des parents qui ont des problèmes et donc du coup elle veut aller là-bas, donc il la suit et il se dit bon, je vais prendre la direction de cette usine et puis une fois là-bas je trouverai une solution. Et sauf qu'il ne trouve pas de solution et qu'il est obligé de se coltiner l'usine. Et là,
il y a le héros du premier bouquin qui est devenu un des dirigeants tout en haut de la boîte et qui vient l'aider à devenir un vrai manager lean. Donc c'est un livre qui est très intéressant en ce qui vous permet de comprendre ce que ça veut dire être manager. Il n'y a pas beaucoup de livres qui vous permettent de comprendre ça. Et après, le troisième livre, Lead with Respect, c'est un livre qui montre que ça ne concerne pas l'usine, ça concerne toutes les boîtes. Et donc, il prend comme exemple une boîte qui est une boîte de logiciels qui travaille avec les deux héros des deux livres précédents. Et un jour, il voit un de ses gros clients débarquer qui leur dit les gars, c'est pas du tout bon. Et puis qui disent à la patronne, et en fait, c'est ta faute, mais on est prêt de t'aider. Il faut que tu admettes que c'est ta faute d'abord. Et ils vont montrer avec ce livre qu'en fait, ça concerne notamment les industries de services. Toyota, ce n'est pas pour les usines. Les industries de services, elles ont besoin, elles aussi, de se mettre dans du lean. Quelque part, les méthodes agiles, c'est des méthodes Toyota. Mais intéressant de voir que Toyota fait travailler beaucoup de sous-traitants qui sont dans le software. Donc, il leur demande de s'adapter aux méthodes Toyota. Toyota a une supériorité qui dépasse l'usine. Là où les grands constructeurs mettent 4 ans pour sortir un modèle, Toyota va mettre 2 ans. C'est une grosse différence. OK ? Good. Donc, une fois que vous avez lu les ouvrages de Deming et les ouvrages de Freddy et Michael Ballet sur le Lean, vous pouvez avoir envie d'aller plus loin. Et aller plus loin, en fait, c'est aller vers celui qui a compris, enfin qui a développé un système qui permet de comprendre le pourquoi le Lean est une bonne chose. Pourquoi il est nécessaire. Donc c'est un auteur qui s'appelle Eli Goldratt. Donc Eli Goldratt est mort il y a 5-6 ans, assez jeune. Il est mort, je crois, à 58 ans d'un cancer de poumon. Et il a écrit le livre de management qui est le plus vendu dans le monde. Ça va être 7-8 millions d'exemplaires. Une bonne explication à ça, c'est que son livre est un roman. La raison pour laquelle Freddy et Michael ont fait un roman, c'est parce qu'ils ont vu Goldratt et son succès, ils se sont dit, mais il n'y a pas de raison, nous on a des choses aussi intelligentes à dire, on va l'écrire sous forme d'un roman. Et comme c'était très original, nous on a aussi écrit un roman pour expliquer aux entrepreneurs ce qu'il fallait faire. Donc finalement, penser à l'histoire du roman, c'est une bonne idée. Donc Eli Goldratt, il va faire des études de physique et puis il va appliquer les outils qu'il a développés en physique, il va les appliquer à l'entreprise. Et ça va lui permettre de développer un software pour alors oui, vous n'étiez pas là au premier cours, mais le concept c'est on éteint les écrans parce qu'on n'est pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Avec le papier, le crayon, on retient beaucoup plus ce qu'on écrit en fait. Ça a été assez bien documenté. Good. C'est un concept assez important qui est le concept de multitâche, de ne pas faire du multitâche.
Donc vous demanderez à vos camarades de vous expliquer, mais globalement, ça fait perdre 5 points de QI. Donc certes, vous en avez certainement tous un peu en trop, mais 5 points, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est important, notamment sur le sujet qui nous concerne, puisque un des gros sujets dans l'organisation, c'est d'éviter que vos collaborateurs fassent du multitâche. C'est à ce prix que vous avez une augmentation des performances. En tout cas, c'est un des sujets majeurs. Donc, Goldratt va écrire un software pour gérer les usines. Donc, il va utiliser tout simplement de la thermodynamique. Hein. Il va dire, voilà, une usine, c'est des flux avec des capacités, et puis on n'ira pas plus vite que la capacité du plus faible des tuyaux, et donc du coup, mettre de la pression en plus, ça ne sert à rien, ça ralentit même les flux. Donc, comment est-ce qu'on aligne toute la boîte sur le goulet d'étranglement? Et donc, il fait ça avec des softwares. Il a des très bons résultats, mais là où il pensait qu'il allait avoir une accélération au fur et à mesure que tout le monde s'apercevait qu'il avait des bonnes références, que ça marchait, etc., eh ben, ça ne décolle pas plus. Il est toujours obligé, lui, d'aller faire les ventes. Il est toujours obligé, lui, d'aller expliquer à tout le monde le pourquoi. Donc, du coup, il se dit, bon, tant qu'à évangéliser, je vais écrire un évangile. Donc, il a écrit, et puis un évangile, c'est une histoire, hein, c'est une série de petites histoires, donc il a écrit un roman. Et sa surprise, c'était que très vite, des gens se sont mis à le contacter en disant « Ah, ben, j'ai utilisé votre livre et je l'ai appliqué et ça a donné un résultat en 3 mois. » Dans son livre, il n'avait pas mis tout le concept d'un logiciel à installer, etc. Et il s'est aperçu que sans logiciel, c'était 3 fois plus rapide, parce qu'il n'y a pas toute l'implémentation du logiciel à faire. Donc en gros, il retourne des boîtes en 3 mois, juste par application de ce qu'il a écrit dans son livre. Alors, une très grosse partie des gens qui ont lu le livre l'ont lu et font « Ouais, bon, bah, c'est bien, enfin, c'est sympa. Ouais, j'ai bien aimé. C'est une belle histoire. C'est logique. C'est du bon sens. » Alors, le livre s'appelle « Le but », « The Goal ». Donc, si vous l'achetez en anglais, ça vous coûte beaucoup moins cher parce qu'en France, c'est une maison d'édition qui a les droits et elle se gave, c'est les éditions Afnor. C'est quasiment 2 fois le prix du livre anglais, quoi. Mais bon, ils ont trouvé la vache. Donc il a écrit Le But, et une grande partie des gens qui lisent Le But trouvent l'histoire sympa, ne comprennent pas à quel point ça décrit quelque chose d'anormal. Ça décrit une entreprise qui n'est pas comme ça. Donc ceux qui l'ont lu après avoir eu l'expérience de l'entreprise, en général, eux, ils voient bien. Les autres, ils ont un peu de mal parce que pour eux, c'est normal, tout le monde le fait comme ça. Non. Il décrit des choses complètement anormales, mais très logiques. Et quand c'est très logique, on pense que c'est du bon sens. Donc ça se lit très facilement. Je vous encourage à le lire de toute façon, parce que ça va vous servir quoi que vous fassiez. Le livre a été updaté au fur et à mesure, donc la dernière édition n'a plus grand-chose à voir avec la première, ou en tout cas il a fait des très grosses modifications entre la première et la dernière. Et il a écrit toute une série de livres derrière pour décrire les différents problèmes de l'entreprise et en quoi il y a une application de sa théorie des contraintes. Où est-ce qu'on en est en termes de temps ? 15 heures. C'est
quoi, c'est à 15 c'est dans un quart d'heure qu'on... Alors, donc du coup, j'ai le temps de vous décrire les différents livres. Donc le premier livre, on a un jeune manager qui se trouve promu directeur de l'usine, qui est en fait la dernière usine encore en action dans sa ville natale. Donc en fait, c'est le retour au pays, c'est le retour de l'enfant prodigue qui va être accueilli par la presse comme ah bah oui, il est là, il vient reprendre l'usine. Sauf que 3 mois plus tard, son boss arrive et dit écoute, tu n'as pas réussi à redresser l'usine, je t'en veux pas, hein, de toute façon d'autres ont échoué avant toi, mais donc tu te prépares la fermeture, hein, c'est dans 3 mois. Donc il devient le fossoyeur de sa propre ville, où vivent encore ses parents, etc. Et là, à ce moment-là, il se rappelle qu'il avait rencontré un de ses anciens profs de physique, qui a l'air d'être devenu un gourou du management, et qui lui avait posé 2-3 questions un petit peu étonnantes, et sur lesquelles il se met à réfléchir. Et puis, il va recontacter le gars, et puis, avec l'aide du gars, mais qui a juste lui posé des questions, il va complètement retourner l'usine. Et les questions que pose Goldratt dans ce livre, c'est une question essentielle qui est la question des optima locaux par rapport à l'optimum global. D'accord ? Vous comprenez ce que ça veut dire ? Quand vous faites une organisation avec des filiales et avec des usines, et des centres de distribution, ça c'est une usine et ça c'est un centre de distribution. Juste qu'on s'entende sur les conventions. Quand vous faites un truc comme ça, l'idée que vous en avez, c'est de dire, si chacun des responsables avait son propre compte d'exploitation et en était responsable, avec une prime s'il atteint ses objectifs, globalement, ça amène l'organisation à avoir le meilleur résultat possible. Donc, les optima locaux vont mener à l'optimum global. OK ? Et c'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce que ce qui fait l'optimum global, c'est le fait d'avoir utilisé au maximum le goulet d'étranglement de l'organisation. Qu'est-ce que c'est ? Ça dépend des organisations. Parfois c'est une machine dans une des usines. Parfois, c'est un circuit de distribution qui, quand il est au taquet, on ne peut pas vendre plus. Qu'importe. Le point, c'est que l'ensemble de l'organisation doit s'aligner sur ce goulet. S'ils vont plus vite que le goulet, non seulement ça ne permettra pas d'aller plus vite, mais probablement ça va empêcher le goulet d'aller le plus vite qu'il lui soit possible. Parce que typiquement, les gens là qui ont leur petite prime à toucher, les directeurs de magasins ou d'usines, ils vont en général faire leur optimisation, éventuellement en tapant sur le voisin. Et le plus facile à abîmer, c'est celui qui est le goulet. Le plus facile à gêner, le plus facile à nuire, enfin celui auquel avec lequel on peut être le plus nuisible, c'est probablement le goulet. D'accord ? Donc ça c'est son premier livre. Donc ça devient toute une transformation de l'usine à partir du moment où on admet qu'il ne faut pas
qu'il faut comprendre où est le goulet d'étranglement, et améliorer au mieux possible. Donc on aligne tout sur le goulet, c'est-à-dire que tout le monde va à la même vitesse que le goulet. On met un buffer avant le goulet de manière à ce qu'il ait toujours de quoi travailler, même s'il y a des petits problèmes en amont. Et puis, on va chercher à optimiser ce que fait le goulet pour qu'il ne fasse que ce qui est de sa capacité et pas du travail autre. Donc le goulet, on lui apporte son café, on va lui faire ses courses. S'il peut passer un peu plus de temps sur le boulot, c'est tant mieux. OK ? Il fait un deuxième livre dans lequel le héros du premier va devenir patron de 3 filiales et il va devoir les redresser. Et puis une fois qu'il les a redressés, on va lui dire qu'il faut les vendre. Il va s'apercevoir que ça va être vendu dans une mauvaise condition de prix et que globalement, tout le travail qu'il a fait et faire à ses collaborateurs va être complètement gaspillé et il va chercher à améliorer ça. Donc là, Goldratt introduit 2 choses. Il introduit le fait que ça a un gros impact sur la stratégie, et c'est ce qu'on va évoquer après, et il va évoquer le fait que pour arriver à débloquer tous les gens qui ont peu envie de changer, il faut mettre en place des outils. Ces outils, c'est ce qu'il va appeler les thinking processes, donc les process de pensée. Et il dit, en appliquant ces outils, on arrive à onboarder tout le monde dans la décision et à avoir tout le monde sur la même décision. Donc ce qu'il explique, c'est que si vous n'avez pas autour de vous des collaborateurs qui ont compris qu'il y avait un problème, ça ne sert à rien de leur expliquer comment le résoudre. Si ils ont compris le problème et qu'ils ont compris que le problème était un problème qui pouvait se résoudre, c'est pas la pluie, ça mouille, c'est pas un problème, puisque ça mouille, c'est comme ça. Eh bien, vous allez pouvoir commencer à avancer. Et pour pouvoir continuer d'avancer, il faut qu'on soit d'accord sur la nature de ce problème et la nature d'une bonne résolution. Et donc, c'est ça que permettent les thinking processes. Et c'est donc le sujet du deuxième livre. Le troisième livre, c'est un... Je sens que c'est la fin, que bientôt vous allez avoir la pause. Mais ce n'est pas encore tout de suite, laissez-moi finir. On y arrive. Donc le troisième livre, c'est un livre qui, lui, traite de la gestion de projet. Les gens qui utilisent les méthodes de Goldratt dans la gestion de projet, en général, ils vont avoir un projet qui va finir 30% plus vite, en ayant toutes les features qui étaient demandées, et en coûtant moins cher. C'est tentant. Pourquoi est-ce que tout le monde n'utilise pas ça ? Eh bien, parce que ça dérange des habitudes qu'on a prises. Donc le concept, c'est un concept qu'il a appelé la chaîne critique. Vous avez déjà travaillé sur la gestion de projet, j'imagine ? Ouais. Vous avez vu ce qu'était un PERT ? Non ? Quand on fait la gestion de projet, quand on fait de la gestion de projet, on commence par faire la liste de toutes les tâches qu'on va avoir à faire pour livrer le projet. Après, on regarde quelles sont les tâches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, on regarde quelles sont les tâches qu'il faut avoir finies avant de commencer les suivantes. Donc là, on va mettre 1, 2. Là, on va mettre 3. Là, on va mettre 4. Et puis 6. Et puis là, on va mettre rien. Et là, on va mettre rien. Après, on regarde la durée que prend chacune de ces tâches. 1 jour, 1 jour, 2 jours, 1 jour, 3 jours, 1 jour, 1 jour.
Et puis, du coup, ça permet de dessiner un diagramme où ces deux tâches commencent comme ça, et puis elles permettent le lancement de la troisième qui prend comme ça. Puis après, on a la quatrième, et après, on a la cinquième. Mais la cinquième, elle peut commencer un peu n'importe quand, c'est pas grave. Et du coup, on a ici la fin du projet. Ça, c'est la méthode classique. Cette méthode ne fonctionne pas. Cette méthode est constamment en retard. On est constamment obligé de couper des fonctionnalités et ça coûte plus cher que ce qu'on attendait. C'est systématique. C'est systématique, mais c'est dans le modèle lui-même que ça s'explique. Ce n'est pas parce que les gens sont des feignants, c'est parce que la façon dont on le construit mène à ça. Pourquoi ça mène à ça? Parce que là, on fait une estimation de la tâche. Mais l'estimation, c'est, dis donc toi qui es en charge de ça, là, combien de temps tu t'engages? Quand est-ce que tu vas me livrer, là? Non, mais tu me dis sérieusement, parce que je veux savoir. Donc encore une fois, la croyance que les gens, quand ils sont en retard, c'est parce que ça les amuse. C'est parce qu'ils se sont dit, tiens, je vais mettre tout le monde en retard. À la place, on demande, non pas, je voudrais que tu t'engages sur une date, on dit, comment ça prend d'habitude? Et puis dis-moi le type de retard auquel on peut s'attendre. Et ce retard-là, je vais le mettre à la fin. Je vais mettre ici un buffer de temps. Donc je vais dire à mon client que ce n'est non pas le 1, 2, 3, 4, jour 4, mais je vais lui dire c'est jour 8 ou 6. Je vais garder un buffer de temps qui va être disponible pour tout le monde. Si vous ne faites pas ça, c'est chacune des tâches qui va avoir son buffer de temps et qui va le garder pour elle. Et si jamais il sent qu'il est un peu en retard, bon ben heureusement qu'il a gardé du buffer. Mais en général, comme il sent qu'il a vachement de temps, il commence en retard. Et quand il a un accident qui lui arrive, ben il est en retard. Dans le meilleur des cas, il rend à l'heure ou en retard. Et plus vous avez des tâches, plus il y a des probabilités qu'il y ait du en retard. Et donc, ça ne peut que reculer. Il n'y a pas moyen de gagner. Donc Goldratt, il dit, bon, ben déjà, on va commencer par faire une différence. On va demander aux gens, non pas quel jour ils s'engagent, mais de combien de temps ils pensent avoir besoin. Et on va leur dire, évidemment, tout ça est indicatif. Si jamais tu sens que tu es en avance, tu préviens le suivant, parce qu'il est sur le chemin critique. C'est-à-dire ce chemin-là, c'est le chemin, si jamais ils sont en retard, tout le projet est en retard. Alors que là, ce n'est pas critique. D'accord? Comme on est sur le chemin critique, on prévient le suivant, attention, je suis en avance, prépare-toi, il faut que tu lâches toutes tes autres tâches puisque tu es sur le chemin critique. Et probablement, le suivant, il va faire effectivement ça. Et donc en faisant ça, on peut être en avance, et quand on est en avance, l'ensemble du process va s'avancer. Donc on peut gagner du temps, ce qui nous permet d'avoir éventuellement la capacité à en perdre après. Alors, il y avait un établissement public avec des ouvriers d'État qui faisaient des grandes visites sur les Transals. Donc le Transal, avion de transport militaire français qui date des années 60, bimoteur, avec des hélices. C'est un peu le truc qui porte tout ce qu'on peut transporter dans l'armée. Et comme c'est un vieux modèle, il y en a de moins en moins, et tous les X heures, tous les X dizaines de milliers d'heures, on est obligé de le désosser complètement, de tout contrôler et de tout le rhabiller. Et ça prenait 150 jours en moyenne, et avec 5 avions qui étaient mobilisés. Ils sont passés sur les méthodes Goldratt. Il n'y a plus que 2 avions d'immobilisés. Et au lieu de prendre 150 jours, et parfois il y a des accidents,
Ils prenaient 75 jours, avec parfois des incidents qui étaient un maximum 100 jours. Et en plus, ils ont fait ça avec 18% de ressources en moins, parce qu'on les leur a enlevés au fur et à mesure qu'on a vu qu'ils n'en avaient pas besoin. Et en plus, ils ont lancé le concept de la petite visite, c'est-à-dire non pas tout l'avion, mais un bout de l'avion qu'on déshabille. Le plus drôle, c'est que le gars qui a été en charge de ce projet, il n'a parlé à aucun de ses camarades des autres usines de la DGA. Il y a des usines qui font la même chose sur les hélicoptères, sur les bateaux, sur les sous-marins, etc. Ils auraient pu tous profiter de l'expérience. Lui, quand j'ai parlé avec lui, c'était 4-5 ans après, il a été sur d'autres fonctions qui n'avaient rien à voir. Il n'avait rien transmis. Et depuis, il y a eu un nouveau directeur et il a tout cassé. C'est hallucinant. Voilà, donc ça c'est le troisième livre de Goldratt, s'appelle Critical Chain, la chaîne critique. Le second s'appelait It's Not Luck, réussir n'est pas une question de chance. Et donc il a écrit deux autres livres, enfin il en a écrit d'autres, mais les deux qui font la suite, c'est un livre qui s'appelle Évident, n'est-ce pas? Obvious, isn't it? Ou Isn't it obvious? Et qui parle d'un troisième cas de figure, c'est le cas où vous êtes face à de la distribution. Donc comment on s'organise dans ce cas-là quand on veut faire du Goldratt. Et puis le dernier livre, c'est un livre de testament, c'est un livre de dialogue avec sa fille, pour expliquer que ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place et ce qu'il a préconisé, c'était juste de l'application, de la logique et du bon sens, donc que tout le monde est capable de le faire. Voilà, donc ça, c'est 4 à 5 livres que vous pouvez acheter, lire, facile, puisque à chaque fois c'est des romans, et relire, parce que en fait, vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que vous allez comprendre de mieux en mieux. Et c'est ce qui vous permet, avec les livres de ballet, d'avoir les outils pour faire de l'organisation. OK ? Livre 3, la chaîne critique, Critical Chain. Bon, un quart d'heure de pause, c'est ça ?